Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors une vidéo qui s'adresse à la fois aux premières générales mais aussi aux premières technologiques. Et ça sera un cours de géographie. La fois dernière on avait terminé le thème 3 d'histoire qui était consacré à la Troisième République, du moins jusqu'en 1914. Et donc aujourd'hui c'est le cours de géographie sur le thème 3. Et c'est un nouveau thème qui sera consacré aux espaces ruraux. Alors vous pouvez d'ores et déjà noter le titre qui apparaît à votre écran. Thème 3, les espaces ruraux, multifonctionnalité ou fragmentation. Alors, le terme d'espaces ruraux, vous le connaissez, je n'y reviens pas. Mais je vous le mets quand même dans la fiche de vocabulaire, ici, pour vous faire un rappel, au cas où. Il y a deux termes ici à définir dans ce thème. Celui de multifonctionnalité tout d'abord. La multifonctionnalité, c'est la diversité des fonctions sur un territoire. Concrètement, pour ce thème qui nous intéresse, on va voir tout au long des 3 chapitres que les espaces ruraux, ce ne sont pas seulement des espaces agricoles. On n'y fait pas que de l'agriculture dans un espace rural, loin de là. Et on verra que les espaces ruraux sont des espaces multifonctionnels. On y fait plein d'autres choses. Il y a le deuxième terme qui nous reste à définir, c'est celui de fragmentation. Alors la fragmentation, c'est un processus de séparation au sein d'un espace. Alors, de quelle séparation on peut parler? On verra au fil de ce thème que les espaces ruraux sont parfois des espaces où il y a de la fragmentation, de la séparation au sein de ce même espace rural. Pourquoi? Puisque on a affaire à des évolutions sociétales, à des évolutions économiques qui font que ces espaces ruraux se transforment et parfois se transforment en créant des conflits qu'on va appeler notamment des conflits d'usage et parfois être en contradiction par rapport au développement des espaces urbains qui vont parfois empiéter sur les espaces ruraux. Et on verra qu'à l'échelle mondiale, on va avoir des espaces ruraux qui vont être parfois très variés et même très inégaux. Donc ce thème, je vous l'ai dit, sera décliné en 3 chapitres. Le premier, celui d'aujourd'hui que l'on va voir, qui sera consacré à la fragmentation des espaces ruraux. Un deuxième chapitre qui sera, lui, plus spécifique aux fonctionnalités de ces espaces agricoles et non agricoles, mais aussi aux conflits d'usage que parfois cela amène. Et enfin, un dernier chapitre, comme d'habitude en géographie, qui sera consacré à la France. Alors, pour introduire ce nouveau chapitre, je vous propose 2 documents. Ces 2 documents, vous les voyez à l'écran, ce sont 2 photographies. La première, c'est une photographie qui date de 2015. Et on voit au premier plan des manifestants nigérians, on est au Nigeria, qui protestent contre l'implantation d'une industrie singapourienne qui s'installe dans le pays pour la plantation de palmiers à huile. Alors on peut voir à travers cette première photographie qu'on est ici face à un espace rural, plus précisément même un espace agricole. Mais on peut y voir un début de fragmentation, thème de notre chapitre. Alors, bien entendu, la fragmentation, elle s'exprime dans cette photographie par ces manifestants au premier plan. Mais il faut comprendre la situation. On est ici face à un pays dont les terres agricoles semblent être louées, voire rachetées par des pays étrangers, en l'occurrence ici Singapour, qui vont utiliser ces terres en faisant de la déforestation massive, et que l'on peut voir d'ailleurs à l'arrière-plan de ces photographies, et qui provoquent le mécontentement des populations locales. Le but de ce chapitre, ça va être de comprendre ici un peu les dynamiques qu'il y a derrière tout ça, pourquoi un tel mécontentement, pourquoi on loue des terres, on en achète, qu'est-ce qui peut se produire en termes de séparation au sein de cet espace. La deuxième photographie, on est ici en Amérique du Sud, plus précisément au Pérou, et c'est une photographie d'agriculture vivrière. Alors l'agriculture vivrière, normalement en première, vous devriez connaître cette définition, mais je vous la mets sur la fiche de vocabulaire au cas où. Une agriculture vivrière, c'est une agriculture d'autosuffisance, d'autoconsommation, c'est-à-dire souvent l'agriculteur qui fait une agriculture vivrière, c'est une agriculture dont la consommation est personnelle pour sa famille. On peut voir à travers cette deuxième photographie, ici, qu'on est toujours donc dans un espace rural, agricole également, mais qu'on a une agriculture qui n'est pas mécanisée, comme on peut connaître dans les pays du Nord, et dont on va pouvoir déceler aussi certaines fragmentations
par rapport à ce qui peut se passer dans différents pays du monde, et notamment de la concurrence qui s'installe entre les différents pays agricoles. Alors vous pouvez noter l'introduction qui apparaît à l'écran, et la problématique qu'on va se poser tout au long de ce chapitre: pourquoi les espaces ruraux connaissent-ils des dynamiques aussi variées, chose qu'on a déjà pu déceler à travers ces deux photographies. J'espère que vous êtes un peu plus attentif que lui là. Hein. Attention, hein, je vous ai à l'œil. Grand 1, des sociétés inégalement rurales. Petit a, le monde est de moins en moins rural. Alors on l'a vu, en histoire, plus particulièrement pour la France. Le monde est de moins en moins rural. La France, depuis le XIXe siècle, connaît un exode rural très progressif. C'est une dynamique mondiale. Alors certes, une dynamique qui est variée, différente suivant les pays, mais qui est commune. Et on peut le voir dans le premier document que je vous mets à l'écran. En 1950, on passe d'environ 700 000 habitants qui habitent dans les villes à un peu moins de 4 milliards en 2020. En termes de population rurale, on a une augmentation qui est beaucoup moins importante, et on estime même que cette population-là va stagner, voire même diminuer d'ici 2050. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2007, et on peut encore une fois le voir avec ce premier document, on a une inversion des courbes. La population rurale est minoritaire à l'échelle mondiale. En 1950, 72% de l'humanité vivait dans les espaces ruraux, contre 45% en 2018, soit presque 30 points de moins qu'il y a 70 ans. Les prévisions estiment que la population rurale ne représentera plus que 30% de l'humanité en 2050. Vous avez un deuxième document. C'est le schéma de la transition urbaine. Alors on l'a déjà vu, cette notion, et même ce schéma, dans le thème 2 de géographie, ou le thème 1. Je crois que c'était le thème 1 de géographie. Et on peut voir que cette évolution est la conséquence de la transition urbaine. Celle-ci est largement alimentée par l'exode rural. Cependant, avec 3,4 milliards d'habitants, les espaces ruraux n'ont jamais été aussi peuplés au cours de l'histoire de l'humanité. La population rurale continue même d'augmenter en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où l'agriculture est fondamentale pour nourrir la population et où elle représente le seul métier facile d'accès. Donc malgré le fait que la population urbaine augmente actuellement de manière très importante, aujourd'hui, on est quasiment autant d'urbains que de ruraux. Et donc les espaces ruraux actuellement représentent une part importante de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il convient ici d'en apprendre un peu plus sur ces espaces et des dynamiques ici qu'il peut y avoir. Vous pouvez prendre en note la leçon qui apparaît à l'écran. Petit b. La part des ruraux varie d'un état à l'autre. Alors, depuis le temps que vous faites de la géographie, vous savez que les dynamiques que l'on étudie ne sont en tout cas pas toujours homogènes. C'est-à-dire qu'elles n'apparaissent pas toujours en même temps, au même endroit, sur le même territoire. Ici, si on étudie la carte que je vous montre à l'écran, ce premier document, on a ici la population rurale dans le monde. Et cette dynamique de la ruralité mondiale, elle est différente d'un pays à l'autre. Effectivement, on retrouve à travers cette carte la limite nord-sud. Pays du nord, pays du sud. Même si, ici, l'Amérique latine semble avoir des dynamiques, pour la question, semblables à ceux des pays du nord. Et donc, on aurait des pays du nord, ici, à travers cette carte, qui seraient moins ruraux que les pays du sud. Effectivement, les pays les moins ruraux se trouvent en Europe. Belgique, Pays-Bas par exemple. On peut voir également sur la carte que en Amérique latine, donc en Uruguay ou Argentine par exemple, ou au Moyen-Orient, on a ici des espaces qui sont assez peu ruraux, avec un taux de pourcentage de la population rurale dans ces pays qui est aussi entre 10 et 30%. Au contraire, les pays du Sud sont des pays beaucoup plus ruraux. Et donc, si vous regardez notamment les pays d'Afrique subsaharienne, comme le Burundi, le Malawi, le Sri Lanka, le Népal en Asie du Sud,
la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Océanie, on peut voir ici qu'on a un pourcentage de la population rurale dans ces pays qui est beaucoup plus important, qui apparaît ici en vert foncé. Et si vous prenez l'exemple ici de l'Inde, l'Inde est aujourd'hui le pays qui contient 25% de la population rurale mondiale. Alors, qu'est-ce qui fait que ces pays-là soient plus ruraux que les autres? Alors, il y a une combinaison de deux facteurs. Le premier facteur, c'est le faible niveau de richesse et de développement des États du Sud. Les États les plus ruraux de la planète sont souvent les moins riches et les moins développés. Deuxième facteur, c'est souvent aussi le choix économique. Certains pays, notamment en Afrique subsaharienne ou en Asie du Sud, ont mis la priorité économique sur l'agriculture pour nourrir leur population ou exporter. Et vous pouvez le prendre en note ici dans le cadre de ce petit B. Petit C, un peuplement rural très contrasté. Alors, il y en a une nouvelle qui est embêtée, elle, c'est Lily. Et oui, j'en ai 3. C'est pas toujours facile à vivre. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle ne nous embête pas trop. Donc, dans ce petit C, vous avez un exercice à faire. Et d'ailleurs, vous en aviez un aussi pour le petit B, j'avais oublié de vous le dire. Et pareil, comme pour le thème d'histoire, des exercices que vous pouvez faire, m'envoyer par mail et je vous enverrai la correction sur Pronote. Et vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo afin de faire cet exercice et réappuyer sur play pour avoir une correction. Alors, vous aviez analysé une carte qui représentait le peuplement des espaces ruraux dans le monde et montrer en quoi ces espaces ruraux étaient des espaces contrastés. Vous pouvez voir la carte que je vous remets ici à l'écran. Hop, on va essayer de décaler un peu le chat, voilà. Je vais faire apparaître la carte à l'écran, ça sera plus facile. On peut voir sur cette carte que les espaces ruraux sont des espaces qui sont peu peuplés. On peut le voir notamment dans des espaces de montagne. Regardez aux États-Unis, au niveau des montagnes rocheuses, dans les déserts froids. Regardez en Russie, notamment en Sibérie. Les déserts chauds également, le Sahara en Afrique du Nord, les grandes forêts en Amazonie, en Amérique du Sud. Et bien que les densités de population constituent l'un des critères de différenciation entre les villes et les campagnes, et encore, tout dépend du pays, parce qu'en France, est considéré comme un espace rural, par exemple une commune qui a moins de 2000 habitants est un espace rural, est une campagne, mais en Chine, il faut dépasser le seuil des 50 000 habitants pour devenir une ville et ne plus être un village. Donc, vous voyez ici que suivant les pays, ce qu'on appelle espaces ruraux, ça peut ici être tout à fait relatif. Mais il existe des espaces ruraux très densément peuplés, à contrario. Il n'y a pas que des espaces ruraux avec une faible densité. Et on peut le voir sur la carte, dans certaines vallées fluviales, comme le Gange en Inde, dans des deltas, près des grands lacs, et je prends l'exemple de l'Afrique centrale, sur certains littoraux, comme en Indonésie, et dans des montagnes tropicales, comme dans les Andes ou en Éthiopie, on a aussi ici des espaces ruraux qui sont très densément peuplés. Dans ce petit C, l'exercice que je vous proposais, je vous demandais de critiquer les choix cartographiques qui avaient été faits sur la carte que vous avez encore une fois à l'écran. On pouvait relever des choix pertinents. Effectivement, on peut voir qu'on a un dégradé de couleurs pour représenter les différents niveaux de densité de population rurale. Pensez toujours à ce dégradé de couleurs lorsque vous transposez un texte en croquis. C'est la manière la plus intéressante ici de montrer une évolution comme celle-ci. Et on peut voir que la plage de couleur orange pour représenter les principales concentrations urbaines est également ici assez intéressante. Par contre, il y a des choix que l'on pourrait qualifier de non pertinents. Effectivement, le choix du rose sur cette carte, pour représenter les différents niveaux de densité rurale, on pourrait imaginer qu'un vert, une couleur verte ici, aurait été plutôt préférable. Surtout lorsqu'on parle de densité rurale. Les espaces ruraux, on imagine ici plus du vert que du rose. Les cadres verts pour représenter le taux d'accroissement annuel de la population rurale
projeté pour 2015-2030, et vous pouvez le voir ça dans la légende, il aurait été préférable de mettre des hachures en couleur chaude pour les régions du monde où ce taux augmentera, et des hachures de couleur froide pour les régions du monde où ce taux diminuera. Ça aurait été beaucoup plus intéressant et beaucoup plus lisible sur le croquis. À l'écran, ce que vous avez à noter pour la dernière sous-partie de la première grande partie. Deuxième grande partie de ce chapitre, grand 2, des espaces ruraux en voie de fragmentation. Petit a, des modèles agricoles variés et inégaux. Alors, vous avez deux documents. Le premier, c'est une carte qui représente les espaces agricoles dans le monde, et le deuxième document, ce sont deux photographies qui représentent deux modèles agricoles sur la planète. On peut voir tout d'abord qu'on a une diversité de modèles agricoles. On peut voir qu'on a un modèle productiviste, qu'on appelle l'agriculture productiviste. C'est un modèle agricole qui produit des quantités très importantes et qui est orienté vers l'exportation. Et ce modèle agricole, qui est l'agriculture productiviste, génère d'importants revenus et très bien inséré dans le marché agricole mondial. On trouve ce modèle, et on le voit sur la carte, dans la céréaliculture productiviste, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, au Brésil, dans les plantations tropicales, les bananeraies en Amérique centrale et dans les Caraïbes, par exemple. On a d'autres modèles agricoles qui sont destinés, eux, plutôt à l'autoconsommation, ce qu'on appelle l'agriculture vivrière, comme ce qui est représenté dans le deuxième document, et notamment cette rizière en Guinée. Elle est pratiquée dans le cadre de l'agriculture sur brûlis, c'est-à-dire une agriculture qui est réalisée sur une ancienne forêt défrichée par le feu, en Asie du Sud-Est et en Amazonie notamment. Agriculture vivrière qui peut s'incarner aussi par ce qu'on appelle l'élevage extensif, c'est-à-dire un élevage qui est caractérisé par une faible densité de bêtes à l'hectare et qui se trouve par exemple en Afrique et en Asie centrale. Vous avez à l'écran ce que vous pouvez prendre en note pour ce petit a. Petit b, des espaces ruraux plus ou moins dynamiques. Alors tout d'abord, je vous mets à l'écran deux cartes. Ces cartes, la première représente l'évolution de la part des agriculteurs dans la population active entre 1990 et 2017. On peut voir que, à travers cette carte, on a dans le monde une diminution assez importante ici de la part des agriculteurs dans le monde entre 1990 et 2017. La deuxième carte, pareil, elle nous représente ici l'évolution de la population des espaces ruraux entre 2000 et 2020, et on peut voir que globalement, on a une évolution mondiale qui est en très léger recul. Donc on a des dynamiques sur ces espaces ruraux qui sont assez peu importantes, voire même parfois en déclin. L'exode rural et le recul de la pratique de l'agriculture provoquent donc ce qu'on appelle une déprise agricole dans certaines régions du monde. Puisque, comme on peut le voir sur la carte, ces dynamiques-là ne sont pas homogènes. C'est le cas par exemple dans la cordillère des Andes en Amérique du Sud, ou dans le Caucase en Asie centrale, où on peut voir ici cette déprise agricole. L'exode rural et le recul de l'agriculture dans les campagnes peuvent aussi provoquer un renouveau de ce qu'on appelle l'économie présentielle et touristique, comme dans le bassin méditerranéen. Les espaces ruraux sont aussi socialement très inégalitaires. La pauvreté extrême des zones rurales agricoles d'Afrique subsaharienne contraste avec la richesse économique de certaines campagnes multifonctionnelles des pays développés. Et oui, les espaces ruraux ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Dans les pays développés, on trouve des espaces ruraux assez bien insérés économiquement, parfois même très bien insérés. Dans les pays du Sud, plus généralement, ce sont des espaces ruraux qui sont en proie
à des crises économiques très importantes. Vous avez à l'écran ce que vous pouvez prendre en note pour ce petit b. Petit c, d'importante pression environnementale. Alors, la carte que je vous mets à l'écran représente l'évolution des terres agricoles entre 2000 et 2015 dans le monde. On peut y voir que en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Océanie, on a une dynamique commune qui est la diminution de la surface des terres agricoles. Alors pourquoi ? Je vous mets deux photographies qui ont été prises à 12 ans d'intervalle, en 2005 puis 2017, à la pointe nord de Belleuil au Canada. On peut voir que ce phénomène est dû en partie à l'étalement urbain. Les villes gagnent du terrain sur la campagne. Et cet étalement urbain fait reculer les terres agricoles. Ce phénomène est particulièrement marqué en périphérie de certaines métropoles des pays du Sud, à Shanghai, Mumbai, Bogota ou Dakar par exemple. En Chine, 800 000 hectares sont consommés par l'urbanisation chaque année. Alors cet étalement urbain grignote petit à petit ces terres agricoles, tout simplement. L'agriculture productiviste transforme aussi les paysages ruraux. En Europe, elle a généré un paysage qu'on qualifie d'open field. Et je vous mets la photographie d'un paysage d'open field dans la Beauce, en France. Et vous avez la définition de ce qu'est un open field sur votre fiche de vocabulaire. On en trouve également en Indonésie et au Brésil, et elle s'est traduite par un important phénomène de déforestation. Vous avez à l'écran ce que vous pouvez prendre en note dans le cadre de ce petit C. Dernière grande partie de notre chapitre, grand 3, des espaces agricoles entre permanence et recomposition. Petit a, l'agriculture, une place variable selon les États. Et oui, l'agriculture n'a pas la même place que ce soit en France ou en Somalie ou aux États-Unis ou au Bangladesh par exemple. Vous voyez, notamment avec le premier document, que les terres agricoles, alors que ce soit des terres, des prairies, des vignobles, des vergers, représentent 5 milliards d'hectares. C'est le quart de la superficie continentale. Les terres agricoles ne dépassent 50% de la superficie nationale que dans quelques pays. Le Bangladesh, l'Inde ou le Rwanda par exemple. Dans près de la moitié des États du monde, les surfaces agricoles ne dépassent pas le tiers de la superficie totale du pays. À l'échelle mondiale, 26% de la population active travaille la terre. Mais c'est un chiffre qu'il faut relativiser, qu'il faut étudier, puisque ce chiffre n'est pas le même partout, bien entendu. Et dans les pays, les PMA, les pays les moins avancés, on a une part de la population active qui va travailler à terre qui va être beaucoup plus importante. Vous allez au Tchad ou en Somalie, on a 80% de la population de ces pays-là, 4 habitants sur 5 qui fait partie de la population active, qui va travailler la terre. Alors que, à contrario, vous allez en Europe de l'Ouest, la part de la population active qui travaille la terre tombe à 3%. Donc vraiment des écarts extrêmement considérables. Alors il en va de même pour les économies nationales. Puisque si on prend le PIB, le produit intérieur brut, plus on est un pays développé, moins la part de l'agriculture dans le PIB sera importante. Elle sera plus faible que dans les PMA, les pays les moins avancés. En moyenne, dans le monde, la part de l'agriculture dans le PIB mondial, elle est de 3,5%. Si vous allez dans les pays d'Afrique subsaharienne, comme vous pouvez le voir dans la carte que je vous mets à l'écran, on a certains pays où la part de l'agriculture dans le PIB atteint jusqu'à 30% du PIB total. Mais dans les pays développés, ce taux tombe à 3%. Donc là aussi, on a des écarts considérables suivant les pays, et souvent entre pays du Nord et pays du Sud, encore une fois.
vous avez à l'écran ce que vous pouvez prendre en note pour le petit A. Petit B, des espaces ruraux au cœur du défi alimentaire. Et oui, les espaces ruraux, et en particulier agricoles, servent à s'alimenter. Soit soi-même et sa famille dans le cadre d'une agriculture vivrière, soit les autres dans le cadre d'une agriculture productiviste. Les documents que vous avez à l'écran montrent que, et notamment le premier graphique, montre que actuellement on a plus de 822 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition. Et c'est un chiffre extrêmement important, plus d'un habitant sur 10 actuellement. Et on est face à un défi qui est énorme, puisque on a vu dans les thèmes précédents que la population mondiale ne va cesser d'augmenter, puisqu'on est actuellement à plus de 7,5 milliards d'habitants sur la planète, et qu'on va arriver progressivement jusqu'à peu près 10 milliards en 2050. Mais ce qui est paradoxal, c'est que dans ces 822 millions de personnes qui souffrent de sous-nutrition, plus des 2/3 sont eux-mêmes agriculteurs. Et donc, cette part importante d'agriculteurs qui souffrent eux-mêmes de sous-nutrition montre bien la diversité des modèles agricoles, des inégalités et de la fragmentation qui peut s'opérer dans certains espaces ruraux. L'extension des surfaces agricoles se heurte, elle aussi, au manque de terres disponibles. C'est pourquoi les États privilégient l'intensification des rendements. Il faut produire plus. C'est ce qu'on appelle la révolution verte, qui se passe par exemple en Inde, mais on a également des recours aux OGM en Amérique, afin de produire plus sans subir les aléas climatiques ou des invasions de criquets, par exemple, qui peuvent se produire et ravager les cultures. Depuis une vingtaine d'années, on a aussi l'agriculture biologique qui connaît un essor. Et la carte que je vous mets à l'écran le montre bien. On a une agriculture biologique qui s'étend un peu partout dans le monde, moins en Afrique et au Moyen-Orient. Même si il faut relativiser cette carte, puisque cette agriculture biologique demeure quand même marginale. Elle ne représente qu'1% des surfaces qui sont cultivées. Cet essor est perceptible dans les pays développés et émergents particulièrement, où les populations se soucient de plus en plus de la qualité des produits qu'elles consomment. Et vous avez à l'écran ce que vous pouvez encore une fois prendre en note. Dernière sous-partie de notre chapitre, petit c, une agriculture qui offre de plus en plus de débouchés. Et oui, l'agriculture, ça ne sert pas seulement à s'alimenter ou alimenter les autres. On est face à des espaces agricoles multifonctionnels. Effectivement, on a certaines cultures, et vous pouvez le voir avec les documents que je vous mets à l'écran, que vous retrouvez en PDF, on a certaines cultures qui ont depuis longtemps des débouchés autres qu'alimentaires. Les plantes textiles, avec le coton en Inde, l'horticulture, avec les tulipes aux Pays-Bas, et depuis une dizaine d'années, on a des cultures qui sont destinées à la production d'agrocarburants qui progressent très rapidement, avec notamment la canne à sucre au Brésil. Et on a des produits agricoles qui sont aussi utilisés dans la chimie, pour les produits cosmétiques ou pharmaceutiques par exemple. Et donc aujourd'hui, la part de cette agriculture qui n'a pas de débouché seulement alimentaire est extrêmement importante et prend de plus en plus d'ampleur. Et vous pouvez le noter dans le cadre de ce petit C. En conclusion, faisons un rappel de la problématique d'introduction, la question qu'on s'est posée tout au fil de ce chapitre. On s'était demandé pourquoi les espaces ruraux aujourd'hui sont aussi variés. Eh bien, les espaces ruraux sont plus variés spatialement et socialement. Les densités rurales sont très inégales, on l'a vu. Et les liens que les espaces ruraux entretiennent avec les villes sont elles aussi à double tranchant. On a vu que l'étalement urbain conduit à une diminution des espaces agricoles. Les espaces ruraux sont aussi de plus en plus fragmentés. La pauvreté persiste dans les espaces ruraux, mais leur dynamique est inégale. Certains connaissent ce qu'on appelle une déprise rurale, alors que d'autres connaissent ce qu'on appelle à contrario une renaissance rurale. Ces espaces ruraux sont donc confrontés à de nombreux défis économiques, sociaux
alimentaires et environnementaux. Je vous ai mis également en conclusion un schéma bilan qui reprend aussi les différents points que l'on a vus dans ce chapitre, quelques chiffres clés, mais également une carte mentale, comme on pouvait le faire en histoire. Et cette carte mentale qui reprend les différents éléments que l'on a vus, qui font les facteurs d'évolution de l'espace rural, c'est-à-dire l'urbanisation, et donc le rapport avec les villes, l'essor des fonctions résidentielles, récréatives, puisque les espaces ruraux sont aussi des espaces multifonctionnels, le développement de l'agriculture productiviste, qui transforme le paysage de ces espaces ruraux, et l'extension de l'espace agricole, ici dans certains pays. Et tout cela donne une recomposition spatiale entre fragmentation et multifonctionnalité. Et on verra dans le chapitre 2 que ça amène aussi des conflits. Mais oui, sinon ça serait pas drôle. Allez, bonne révision à tout le monde.